Donc proposition d'amélioration du mode de fonctionnement à la fois du statut d'électeur et du statut d'élu par rapport à ce que nous vivons aujourd'hui pour mettre en place, on va dire, le monde de demain, sachant que toutes ces propositions ne seraient efficaces que si elles s'étaient mises en place en même temps, et non pas une tous les 5 ans et juste 10% de ce qui est proposé. La première, c'est que pour beaucoup, vous le savez, un mode de fonctionnement d'une commune, il est minimum 60% des subventions de l'État, donc du commun. Et l'idée, c'est de mettre en place un lien entre le montant des subventions allouées à une commune et le taux de participation. Exemple rapide, 95% de participation, 100% de la subvention. Et vous descendez en proportion jusqu'à 50% de participation et en dessous, 50% seulement de subvention, donc pendant la durée du mandat. Parce que je vote ou que je vote pas, il y a bien des conséquences, que la route soit refaite, que tout soit entretenu. Donc je profite des bienfaits, mais je ne donne pas mon avis, je ne participe pas à l'avis du groupe. Je n'ai pas dit pour qui il fallait voter, mais c'est contribuer à donner son avis, puisque c'est le suffrage universel. Deuxième chose en parallèle, mettre en place le vote blanc. Aujourd'hui, il est simplement différencié du vote nul. Mais si un vote blanc est exprimé à 50,01%, quel que soit le vote, il est annulé, et tous ceux qui ont provoqué ce 50,01% minimum n'ont plus le droit de se représenter pendant minimum 3 mandats, si ce n'est définitivement. Parce qu'on perd du temps, il faut refaire une partielle, etc. Donc le vote blanc est vraiment considéré, genre, les candidats et ou les programmes ne nous conviennent pas. Donc déjà, ça va éviter les mensonges et la manipulation. Troisième chose à mettre en place, le permis de voter. On a un permis de chasser, on a un permis de pêcher, avec des conséquences complètement différentes si on ne l'a pas et qu'on le fait quand même, par rapport à un permis de voter. Quand quelqu'un vient vous voir en disant « j'ai voté pour vous parce que vous avez une belle cravate », vous êtes sûr qu'elle n'a pas lu le programme. Hein. Et il y en a. Donc c'est donc une formation de l'électeur, à savoir, on lui demande son point de vue, mais est-ce que c'est pour les législatives, les présidentielles, les départementales, les régionales ou la collectivité ou la commune? Donc c'est que la personne sache, et aujourd'hui il y a une grande quantité qui vote comme le voisin plutôt que de savoir pourquoi il vote. Avec toute cette mise en place au niveau électeur, ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas la légitimité, on va dire physique, de ne pas voter, donc de s'abstenir, il a une baisse de la contribution de ses droits sociaux parce qu'il ne participe pas à la vie du groupe. À convenir les montants, il ne faut pas le punir quand même, mais c'est une structure globale où si tout ça est mis en place, la notion de vote n'est plus du tout le même. En parallèle, au niveau des élus, par exemple, diminution de 70% du nombre des conseils, quels qu'ils soient, pour y avoir participé sur 45 conseillers municipaux, s'il y en a 15, majorité opposition inclus, qui lisent les dossiers, c'est le maximum. Tous les autres, ils lèvent la main comme le groupe leur demande de lever la main. Donc ça veut dire qu'il y en a 70% qui ne servent à rien, qui sont juste des marionnettes. Ensuite, une des choses à mettre en place, par exemple, c'est qu'un élu qui est susceptible de devenir maire fasse minimum un mandat avant de devenir maire et qu'on ait la preuve qu'il se soit intéressé au dossier. Parce que le mode de fonctionnement d'une commune agglo et tout le reste, ça ne s'apprend pas en un claquement de doigts, surtout si on ne l'a jamais fait avant, sauf l'administration, parce qu'il y a beaucoup d'administratifs qui sont élus, parce que c'est plus facile de se mettre en pause, de faire campagne et ensuite d'être élu, et si on n'est pas élu, on est sûr d'avoir son boulot, alors que dans le privé, dire à son patron, je prends 6 mois tout en étant payé pour faire campagne, c'est impossible. C'est pour ça qu'il y a une majorité de personnes de l'administration qui sont élues, et pour faire un parallèle avec l'Assemblée nationale, c'est pareil, vous avez beaucoup de notaires, de huissiers et d'avocats qui sont élus. Pourquoi? Parce que ça fait partie des professions qui n'ont pas le droit de faire de publicité. Donc vous vous inscrivez pour faire une campagne municipale ou législative, vous prenez une étiquette d'un grand parti, vous êtes sûr de faire plus de 5%, donc d'avoir vos frais de publicité remboursés, puis pendant ce temps-là, pour l'avoir vu sur le terrain, vous avez des nouveaux clients pendant la campagne, que vous soyez élu ou pas, c'est la prime. Donc ça, c'est changé. Aussi, le mode de financement des partis politiques, s'ils étaient encore utiles, parce que dès qu'on voit le nombre d'adhérents aux partis politiques existants aujourd'hui, ils ne représentent rien du tout, c'est de faire que, plutôt que ce soit sur les législatives exclusivement, puisqu'au cours des 6 dernières législatives, vous aviez 14 candidats en moyenne par circonscription,
parce que si vous en avez 50 qui font 1% minimum, ils ont une subvention pendant la durée du mandat. Donc l'idée, c'est de faire que cette subvention soit divisée pour toutes les élections. Alors, à reconstruire ensemble, etc. Mais pas qu'on ait juste une campagne de pub pour avoir des subventions, pour avoir 14 candidats et savoir lequel on va trier, puisque le but n'est pas là. Il y en a que 2 ou 3 qui peuvent gagner vu la couverture publicitaire, et puis les 11-12 autres, c'est que pour essayer de faire 1%. Donc c'est pour ça que l'électeur, il finit par ne plus rien comprendre. Et l'électeur, il ne va pas lire les 14 professions de foi. Donc tout ça mis en place, et bien évidemment de faire le lien avec la durée du mandat, qu'elle soit plus longue, et comme ça a été dit tout à l'heure, pas forcément plus de 2 mandats de suite ou 3 mandats, et de faire en sorte qu'à mi-mandat, il pourrait y avoir un référendum, notamment pour le président de la République, qui, comme avant c'était 7 ans, on peut passer à 8 ans, et au bout de 4 ans, référendum. On le garde ou on ne le garde pas. Et l'idée, c'est que s'il ne fait qu'un mandat, il n'est pas là pour préparer et de manipuler tout le monde pour être réélu. Les consignes, c'est tu laisses l'endroit plus propre que quand tu l'as trouvé, sans mauvais jeu de mots. Et puis enfin, l'idée, c'est de faire aussi que les élections soient toutes rassemblées pendant les 18 mois, de façon à ce qu'ensuite, après ces 18 mois de campagne à tous les niveaux des strates électorales, eh ben, pendant 8 ans, on ne parle plus d'élections, mais on applique les programmes et on met en place et on s'organise. Voilà, c'est une vision globale qui vaut ce qu'elle vaut, mais c'est pour alimenter vos réflexions. Je vous en prie. Simplement, je voulais vous poser la question, pourquoi vous ne parlez pas de la carte d'électeur et non pas la carte électorale que nous avons actuellement? Ben, c'est la même chose, carte d'électeur et carte Non, électorale. c'est pas la même chose. La carte électorale, c'est la couverture et le découpage? Non, la carte électorale, c'est le papier qu'on vous a donné qui remplace depuis Pasqua la carte d'électeur. Ah bon? Oui, depuis quelques années, c'est une carte électorale. Ah oui? Comme le permis de chasser, ça Voilà. C'est marqué dessus. Ben, on part de la même chose, c'est de passer un permis pour avoir la carte. On a compris, quoi. Oui, ce que je veux dire, c'est que les mots ont une importance. Absolument. Voilà. Et là, je trouve que dans vos propositions, vous auriez pu joindre, si je puis dire, le retour à la carte D'électeur, avec plaisir, tout à fait. Merci bien. Merci. Merci. Michel.